Bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire « Comment améliorer la mesure de la performance de votre R&D pour booster votre innovation ». En effet, dans un contexte actuel qui est en constante évolution, les entreprises doivent souvent s'adapter aux changements de marché, à l'adaptation de nouvelles technologies et parfois réaliser des investissements rapidement. La R&D et l'innovation sont donc de plus en plus placées au cœur de la stratégie des entreprises. Cependant, cet état de fait nécessite la mise en place de moyens d'aide à la décision pertinents, ce qui sera tout l'enjeu de ce webinaire. J'ai le plaisir de vous présenter nos deux experts du jour. Roland Stasia, qui est de la société RS Consulting et partenaire d'Eming. Bonjour Roland. Bonjour Delphine, bonjour à tous. Et je vous présente également Grégoire Desplanques, qui est donc consultant senior en financement de l'innovation chez Eming. Bonjour Grégoire. Bonjour Delphine, bonjour à tous. Alors, je vais juste vous faire un petit rappel. Ce webinaire durera une trentaine de minutes environ et vous aurez la possibilité de poser toutes les questions que vous souhaitez via le module chat qui se situe en bas, le module questions qui se situe en bas à droite de votre écran. Alors, je vais vous présenter l'agenda de notre webinaire. Nous allons dans un premier temps vous proposer une définition de la performance de la R&D, puis nous parlerons de l'instrumentation de la R&D en métrique de performance, pour terminer par la transformation de la R&D en quasi-centre de coût. Je laisse maintenant la parole à Roland, qui va nous donner une définition de la mesure de la performance R&D. Roland? Alors tout d'abord, avant de rationaliser la définition de la performance de votre R&D, il est impératif de rationaliser la définition de la R&D elle-même. Que vos effectifs soient de 10 personnes ou de 10 000 personnes dans la fonction R&D, la première chose à faire est de bien séparer la R&D en trois grandes activités: la recherche, l'innovation et le développement. Car ce ne sont ni les mêmes inducteurs qui les dimensionnent, ni les mêmes objectifs qu'elles doivent poursuivre. Alors pour faire cette séparation, vous pouvez vous baser sur des jalons, ceux que vous utilisez dans votre logique de gestion de projet par exemple, ou le TRL pour ceux qui l'utilisent. Ensuite, en termes de performance prévisionnelle, sachez que plus on va vers des projets innovants, moins la mesure de leur performance doit être monétaire. Pour les projets de développement, on va mesurer leur performance, par exemple en calculant leur VAN, c'est-à-dire leur valeur actuelle nette, s'il s'agit d'un projet long, ou plus simplement un ROI ou un payback, s'il s'agit d'un projet court. On voit tout de suite qu'on est en présence, dans les deux cas que je viens de citer, d'un indicateur de performance typiquement monétaire. A contrario, pour mesurer la performance d'un projet de recherche, on va rester qualitatif et se contenter, entre guillemets, par exemple, de rassembler les compétences et les connaissances indispensables à la conduite du dit projet de recherche. Quant aux projets d'innovation, il faut véritablement les protéger de ces indicateurs économiques et monétaires. On verra pourquoi, on verra comment dans la dernière partie du webinaire. Merci Roland. Grégoire, en complément? Oui, effectivement, Delphine. En plus de ce que vient d'indiquer Roland, on peut compléter cette définition des composants de la R&D par le biais des incertitudes qu'on peut rencontrer à chacune des étapes. Si on prend la recherche, par exemple, qui est le vivier de l'innovation, elle possède des incertitudes technologiques et scientifiques fortes. La partie I, l'innovation, elle, c'est la source des profits de demain. Du coup, elle est quant à elle assujettie des incertitudes plutôt marché qui sont très fortes. Enfin, le développement sera, lui, quant à lui, la garantie des revenus du fait d'incertitudes plus faibles et maîtrisées. Alors, comme nous sommes d'accord maintenant sur la définition de la performance de la R&D, nous vous proposons un sondage que nous allons mener ensemble. Alors, je vais donc vous lire. Voilà, je vais donc vous lire la question que nous vous proposons aujourd'hui. C'est comment vous situez-vous en termes de maturité de la performance de la R&D? Alors, vous avez un certain nombre de questions qui vont s'afficher. Je vais donc lancer ce webinaire. Cette question. J'arrive tout de suite.
un instant. Voilà, je lance le nom. Vous devez voir s'afficher logiquement sur votre écran. Donc maintenant, l'ensemble des questions. Et voici donc les questions qui sont à votre disposition, les réponses qui sont à votre disposition. Donc à la question, comment vous situez-vous en termes de maturité de la performance de la R&D? Vous avez la possibilité de répondre, je découvre ces concepts. Ces concepts me sont connus, mais je ne dispose pas des outils pour les mettre en œuvre. Ces concepts sont maîtrisés, mais je pense que les outils à ma disposition sont encore à améliorer et je maîtrise parfaitement les concepts de ces outils. Je vois que vous êtes nombreux à répondre à ce sondage. Je vous laisse donc encore quelques minutes pour pouvoir y répondre et j'aurai le plaisir de les commenter et de partager les résultats avec vous d'ici quelques instants. Alors, je vais donc fermer le sondage et je vous avoue que je vous remercie d'ailleurs de participer aussi activement à ce sondage. Alors, je vais partager les résultats avec vous et vous allez voir que vous êtes 53% à connaître les concepts, mais vous n'avez pas forcément les outils. Et en revanche, vous avez 16% qui ont des concepts qui sont assez maîtrisés, mais qui pensent que leurs outils doivent être améliorés. Donc, tout le sujet de notre webinaire aujourd'hui, c'est de vous donner un certain nombre de pistes pour que vous puissiez mieux maîtriser ces outils et surtout où les améliorer. Donc, je vais donc maintenant repasser la parole à Roland qui va nous présenter l'instrumentation de la métrique de R&D. Alors là, je vais vous redonner accès et vous devez normalement tous voir. Eh bien, Roland, je vous laisse la parole. Merci Delphine. Avant de chercher à définir une métrique pour mesurer la performance de chacune des trois grandes activités de la R&D dont on a parlé juste avant, il est important de savoir comment on est positionné en termes de budget de R&D par rapport au budget R&D de vos principaux concurrents, en tout cas ceux que vous jugez les plus performants. Pour ce faire, rien de tel qu'un protocole de benchmarking en bonne et due forme, à l'issue duquel vous saurez de combien il faut réduire ou augmenter votre budget de R&D, y compris en différenciant la partie recherche, la partie innovation et la partie développement. Je tiens à attirer votre attention ici en ce qu'un benchmarking n'est pas une étude documentaire que l'on réalise sur Internet à partir de documents divers et variés, mais une véritable entrée en contact avec l'entreprise ciblée. Pour réussir cela, pas de mauvais stress, il existe un processus très formel permettant de se faire ouvrir certaines portes par vos concurrents. Mais sachez aussi qu'un benchmarking réussit bien souvent au restaurant lorsqu'entre la poire et le fromage, on parvient à obtenir une information qu'aucune comptabilité analytique ne nous aurait donnée. Merci Roland pour cet éclairage. Maintenant, Grégoire, nous allons nous intéresser aux moyens de transformer la R&I en quasi-centre de profit. Tout à fait, Delphine. En fait, c'est vrai qu'il faut bien se rendre compte et bien avoir à l'esprit que l'image qui colle au centre des recherches et d'innovation, c'est bien celle d'être qu'un centre de coût. Or, après le benchmarking dont vient de nous parler Roland, si jamais un centre de RI a besoin d'augmenter son budget, il faut savoir qu'il existe une méthode qui est très intéressante pour le faire sans vraiment sortir un centime de plus des caisses de l'entreprise. On va appeler ça l'effet levier de la R&D. Le but, c'est vraiment de permettre d'augmenter le nombre de projets de recherche et donc le nombre de pépites potentielles sans augmenter le décaissement net. Pour ça, on va vraiment s'appuyer à la fois sur le crédit d'impôt recherche ou sur des subventions publiques du type plan d'investissement d'avenir, Horizon H2020 ou même des subventions nationales voire régionales. Vraiment, le but est donc de compenser l'augmentation du budget brut. Il s'agit donc bien, dans ce cas-là, de bien réaffecter également au budget de RI l'intégralité de ces aides qui vont être perçues, à la fois des aides directes et indirectes. On voit donc, par exemple, sur le schéma, à titre d'exemple, qu'on peut augmenter le budget brut de recherche et d'innovation en passant de 200 à 220, par exemple, tout en restant à 100 en décaissement final. Ça, on ne peut le faire que si on a réussi à trouver 10 de subventions supplémentaires et 10 de CIR additionnels, par exemple. On voit donc qu'il est important de pouvoir identifier et de s'appuyer sur les projets d'innovation les plus porteurs de la société.
la problématique sous-jacente à ça est donc de savoir comment on peut caractériser la notion d'innovation. Roland, donc du coup, d'après toi, comment est-ce que tu définirais ou caractériserais ce qu'est une vraie innovation? En effet, je crois qu'il est important, au-delà de la définition de l'innovation, de préciser ce qui la caractérise. Et donc, avant d'aborder le processus de pilotage des projets d'innovation, il me semble intéressant de rappeler que si on ne galvaude pas le terme innovation, il signifie en fait première mondiale. Quand je parle de première mondiale, je ne parle pas de record du monde, il ne s'agit pas de sauter 6,14 m à la perche tous les matins, mais de première mondiale. Quand on est en présence d'une première mondiale, ça veut dire qu'on ne l'a jamais fait, par définition, et que face à cette situation hyper inconnue, toutes les prévisions qui seront faites par l'entreprise vont être hyper sécurisées. Par exemple, le marketing va minimiser les prix de vente, les volumes prévisionnels. De même, la direction des achats, les usines et la R&D elles-mêmes vont maximiser leurs prévisions de dépenses par sécurité. De ce fait, tous les calculs de rentabilité vont être plus que faussés par toutes ces hypothèses pessimistes du fait des hyper-incertitudes des projets d'innovation. Alors, après avoir précisé cette caractéristique importante d'une véritable innovation, abordons maintenant le processus de pilotage lui-même de ces projets d'innovation. Cette partie du webinaire que l'on attaque là concerne les entreprises qui mesurent la performance économique de leur projet en calculant soit un ROI, soit un payback, soit encore un taux de rentabilité interne, ou bien encore une vanne, valeur actualisée nette. Si on prend cette vanne, justement, comme exemple d'indicateur de création de valeur, eh bien, elle va être non seulement fortement négative, mais aussi dépourvue de tout plan d'action correctif potentiel pour toutes les raisons de pessimisme évoquées juste avant. La conséquence probable sera qu'on va mettre le projet à la poubelle alors qu'il s'agissait peut-être d'une pépite. La solution que nous préconisons va donc, en quelque sorte, tout simplement consister à préférer jeter à la poubelle les critères économiques habituels plutôt que les pépites qui se cachent peut-être, en tout cas, derrière ces projets d'innovation soi-disant non rentables. Pour illustrer le propos que vient de dire Roland, effectivement, il est bon de rappeler que nombre de grandes sociétés ont pu méjuger des tournants technologiques ou alors ont pu mal les anticiper, alors que d'autres, comme il a été illustré, ont su en profiter, à l'image de Delsey en 1974 avec l'adjonction des roulettes aux valises, ou Dyson en 1993 avec l'aspirateur sans sac. Si on prend vraiment une question de société, là, au jour d'aujourd'hui, par exemple, le remplacement du glyphosate par des méthodes alternatives, l'INRA, dans son rapport de novembre 2017, indique que les alternatives étudiées ne semblent pas, aujourd'hui, donner entièrement satisfaction. Alors pourquoi? C'est pas parce qu'elles sont pas rentables dans leur mise en place, mais bien dans la difficulté d'isoler le potentiel d'optimisation de certaines technologies par rapport à la fois aux limites intrinsèques de certaines de ces technologies ou par rapport au potentiel d'optimisation d'autres technologies. Donc on voit bien que le critère économique n'est pas forcément le plus pertinent pour juger du potentiel d'un projet d'innovation. Grégoire, merci pour ces précisions. Maintenant, que fait-on, Roland? Alors, si on jette à la poubelle les critères économiques de rentabilité habituels, qu'est-ce qu'on va faire? On va les remplacer par un trio de valeurs composé certes d'une valeur économique, mais surtout d'une valeur stratégique et d'une valeur d'adhésion. Nous insistons ici sur le fait qu'en termes de méthode, ce modèle de management d'une valeur plurielle, que nous allons donc expliciter maintenant, ne s'applique qu'aux projets de recherche et d'innovation. J'insiste sur le fait que les projets non innovants, les projets classiques de développement, doivent continuer à faire l'objet de calculs économiques classiques de type ROI, payback, vanne, etc. Alors, pour déterminer la première de ces trois valeurs, donc la valeur économique d'un projet d'innovation, on va faire deux choses. Premièrement, on va modéliser la façon dont on se trompe quand on fait des prévisions de recettes ou de dépenses en choisissant des lois statistiques extrêmement simples. Deuxième chose qu'on va faire, on va effectuer un très grand nombre de calculs de rentabilité en tenant compte des modèles d'erreur évoqués juste avant. Ainsi, au lieu de faire un seul calcul de rentabilité,
aux résultats nécessairement négatifs pour les raisons vues précédemment, on va en effectuer un très grand nombre de ces calculs de rentabilité en un dixième de seconde et obtenir du coup un certain pourcentage de chance d'avoir une rentabilité positive. L'outil que nous utilisons pour faire cela, en un dixième de seconde, est complètement ergonomique et transparent pour l'utilisateur. Effectivement, Roland, pour illustrer ton propos, on peut prendre l'exemple de l'intégration de la technologie halogène dans les luminaires des blocs opératoires. Cette technologie halogène a remplacé celle des ampoules à incandescence. Là, on a une parfaite illustration d'un besoin où il a fallu refondre la chaîne de conception du produit et intégrer une solution technologique à faire repenser le bloc en entier. Du coup, à cause de la diffusion de la lumière, de la chaleur, il a fallu vraiment tout repenser. Et le fait de repenser cet ensemble, si on regardait juste des critères, on va dire, économiques classiques, aurait vraiment bloqué cette potentielle évolution technologique, alors que si on regarde un pourcentage de rentabilité, un pourcentage de chance d'avoir une rentabilité positive, là, effectivement, ce changement technologique est possible et n'est pas bloqué. Merci Grégoire pour cet exemple concret. Roland, maintenant, qu'en est-il de la valeur stratégique? Alors la deuxième valeur proposée, pour mesurer la performance prévisionnelle d'une innovation et donc sa valeur stratégique, et dans ce cas-là, l'équipe projet innovation va se voir proposer un QCM, questionnaire à choix multiples, dont les questions sont classées en 8 critères stratégiques que vous voyez dans le radar à droite de l'écran. En fonction des réponses que l'équipe projet aura données à chacune des questions du QCM, eh bien celui-ci va générer un score qui mesurera la valeur stratégique de l'innovation considérée. Si on prend l'exemple de l'innovation qui est traitée à l'écran, vous voyez sur le radar que cette innovation, dont on a mesuré la valeur stratégique, obtient un excellent score sur les critères image de marque et client marché, et un mauvais score sur le critère performance interne. Eh bien, si l'objectif de cette innovation n'est pas spécialement d'améliorer la performance interne, mais de progresser en image de marque, eh bien, on considérera que ce radar est tout bon pour cette innovation. Il faudra se méfier par contre du critère management et ressources, car vous pouvez y lire un léger déficit de compétences. Alors, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Roland, effectivement, si on prend le côté image de marque, prenons par exemple le cas d'une société leader dans le domaine du luxe, pouvoir démontrer un nouveau savoir-faire qui n'aura pas vision en tant que tel sur ce projet-là, à être commercialisé, donc pas forcément de cashback derrière. Le fait de travailler ça et de prouver une première mondiale, une innovation sur un savoir-faire, ça pourra renforcer l'image de marque de la société et donc venir accroître par rebond les ventes des produits, de l'ensemble des produits déjà commercialisés par la société. Là, ce sera donc un indicateur clé, cette image de marque, donc un KPI, qui sera vraiment une source indirecte de profit. Et là, c'est vraiment quelque chose qu'il nous faudra creuser. Il en va de même, à contrario, pour les projets qui pourraient venir ternir cette image de marque, alors qu'ils pourraient être une source apparente de profit. Il est vraiment important de vraiment prendre ça en compte, d'où le questionnaire que tu as évoqué. Merci Grégoire. Roland, parlons maintenant de la valeur d'adhésion. Alors, la valeur d'adhésion, c'est la troisième valeur que nous proposons, et la dernière, pour mesurer la performance prévisionnelle d'une innovation. Contrairement aux projets classiques, qui ne sont pas spécialement innovants, les projets d'innovation, eux, sont particulièrement clivants en matière d'adhésion. Ces projets se caractérisent donc soit par des rejets, soit par des engouements, qu'il est fondamental de mettre en évidence, car il n'y a aucune chance pour qu'une innovation converge si les équipiers qui lui sont affectés n'adhèrent pas totalement et fortement au projet. Un système assez simple de feuilles de temps peut le permettre, à condition toutefois de faire réaliser ces saisies d'activité de façon nominative. Encore une fois, pour illustrer cette notion, cette valeur d'adhésion, on peut prendre le cas d'une société dont l'organisation R&D serait pas forcément optimale dans la structuration. Par exemple, les chefs de projet pourraient recevoir leurs objectifs de différentes sources, le marketing, le commerce, la production par exemple, via des moyens qui seraient propres à chacun de ces canaux. Le personnel de la cellule RI en aval pourrait ne pas traiter les projets selon leurs priorités globales et vraiment plutôt les traiter en fonction de leur adhésion individuelle et de leur affect même vis-à-vis des donneurs d'ordre.
ce qui pourrait venir faire péricliter des projets. Deuxième exemple, si on prend un projet visant à localiser des agents d'une société en cas de fuite de matériaux dangereux pour identifier lequel serait le plus proche afin de réduire le temps d'intervention sur site, de façon à limiter les risques humains, environnementaux ou matériels, la direction peut se heurter à une réticence du personnel. Au départ, on pourrait ne pas forcément comprendre. Mais le personnel, lui, pourrait dire bah, oui, mais moi, j'y vois une atteinte à mes libertés, une sensation, on va dire, vraiment de suivi de la part de direction, et vraiment freiner des cas de fer, si vous me permettez l'expression, vis-à-vis de ce projet d'innovation. Alors, Grégoire, que peut-on en conclure? Donc, ce qu'on peut en conclure, c'est qu'il est vraiment important, comme on l'a vu tout au long de ce webinaire, c'est pour les projets de recherche et d'innovation, de s'affranchir des moyens, on va dire, de suivi économique classique. Par contre, et de prendre à contrario une valeur plurielle, économique, stratégique et d'adhésion. La valeur économique, encore une fois, il faut la transformer. Il faut vraiment avoir des indicateurs dédiés, comme l'a expliqué Roland, notamment le pourcentage de chances d'avoir une rentabilité positive. Et c'est vraiment l'intégration de ces trois valeurs qui va nous permettre de juger de la performance d'un projet de recherche, d'innovation, et pour ceux qui sont au niveau du CIR, du développement expérimental. On ne parle pas vraiment du développement industriel derrière, mais vraiment développement expérimental peut rentrer dedans au titre du CIR, par exemple. Alors, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur ces sujets, EMING et RS Consulting animent une formation de 2 jours. Vous retrouverez l'ensemble des informations sur notre site internet et vous aurez la possibilité de télécharger le catalogue où vous aurez en détail l'ensemble de nos formations et notamment celle qui est co-animée par EMING et RS Consulting. Alors, comme vous avez pu vous en rendre compte, on a pu faire que survoler et aborder juste des notions comme ça sur cette mesure de la performance de la R&D. Si vous avez besoin ou envie d'approfondir les aspects scientifiques et théoriques du sujet, sachez que Roland est co-auteur d'un ouvrage intitulé Performance de la R&D et de l'innovation, avec comme co-auteur Sophie Hodge, qui est enseignant-chercheur au Mines ParisTech. Pour un aspect plus opérationnel, si vous avez besoin ou si vous le souhaitez, EMING peut vous accompagner dans la mise en place d'une telle démarche au sein de votre organisation. Et là, le but, c'est vraiment de pouvoir bénéficier d'un langage commun entre les différentes parties prenantes sur vos projets de recherche et d'innovation. Et cet accompagnement permettra d'aborder et d'intervenir sur le pilotage à la fois des incertitudes techniques, mais également sur la partie de stratégie et de valeur de vos projets de recherche et d'innovation. Alors, je vous remercie, messieurs, pour la qualité de vos interventions lors de ce webinaire. Je vous propose, dans un premier temps, de passer à la partie questions, pour que notre auditoire puisse poser l'ensemble des questions qu'il souhaite. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez poser l'ensemble de vos questions, et je vois que vous l'avez déjà fait via le module questions qui se situe en bas à droite de votre écran. Et je vois une première question qui apparaît. Cette question, la voici, je vais la lire pour que tout le monde en ait connaissance. Vous avez parlé des outils du R et du I, et qu'en est-il des outils du D? Je pense que cette question s'adresse à Roland. Roland? Alors, pourquoi on n'a pas trop parlé de D? Oui, merci pour cette question. En fait, les activités de développement sont beaucoup plus classiques en termes de pilotage que justement les activités de recherche et d'innovation qu'on a voulu pousser un petit peu dans ce webinaire. On va dire que les activités de développement, elles relèvent de la gestion de projets traditionnels, avec un calcul jalonné, régulier, des coûts de revient, de la rentabilité, etc. Donc il n'y a rien de nouveau en la matière. Par contre, il me vient à l'esprit une précision importante, c'est que c'est très important d'avoir un bon terrain de développement avant de vouloir sophistiquer les outils de pilotage de l'innovation tels qu'on les a montrés. Alors, un bon terrain de développement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce que je conseille, moi, systématiquement aux entreprises que je rencontre, et qui n'en ont pas, c'est de mettre en place, je dirais, un projet de réduction de leur time to market. Parce que le fait d'avoir dans sa structure R&D un projet de réduction du time to market, ça permet de modéliser précisément les activités de développement. Ça permet aussi donc de définir des unités d'œuvre spécifiques au bureau d'études, un petit peu comme ça se passe dans les usines ou aux achats.
Et du coup, on peut avoir le même type de calcul de performance et même de productivité que ce qui se passe dans une usine ou dans un service achat. Merci Roland pour la qualité de cette réponse. Je vois une seconde question qui apparaît. Je vais donc la lire. De votre expérience, quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer les entreprises pour mettre en place ce type d'outils? Alors, je pense que cette question s'adresse à nos deux experts. Qui prend la parole en premier? Roland, peut-être? Oui, alors, en effet, cette question porte à la fois sur l'effet de levier, je pense, hein, c'est le premier outil qu'a explicité Grégoire, et puis sur l'instrumentation spécifique aux innovations. Donc, si on prend ce deuxième outil qu'on a explicité aujourd'hui, la seule difficulté qui existe, enfin que moi j'ai rencontrée quand je travaille avec les entreprises, c'est de vaincre l'appréhension de départ. Parce qu'en effet, on peut se dire, oh là là, 3 valeurs pour chaque projet d'innovation au lieu d'une seule valeur économique, ça va être une vraie usine à gaz, comme on dit, quoi, hein. Alors qu'en fait, on s'aperçoit donc que les entreprises qui ont franchi le pas, eh ben, elles se rendent assez vite compte de la simplicité de cette instrumentation et surtout de l'aide tout à fait considérable qu'elle apporte à tous les managers de R&D, d'innovation, en particulier dans leur dialogue avec la fonction finance, gestion de leur entreprise. D'accord. Peut-être que tu peux ajouter quelque chose, Grégoire? Ouais, tout à fait. Roland a mentionné deux parties. Le premier qu'il a mentionné, c'était l'effet levier. Comme on l'a vu, l'effet levier s'appuie sur le fait de récupérer aussi des aides de façon à diminuer l'investissement, on va dire, pour passer du brut au net. Là, la principale difficulté réside dans le déficit de connaissances. Vraiment, la méconnaissance, soit des aides directes qui existent, soit la méconnaissance pour ces aides directes de la possibilité d'y aller. On n'est pas forcément obligé d'être un porteur de projet pour y aller, on peut être partenaire et pourtant bénéficier de ces aides directes. Et pour les aides indirectes, effectivement, c'est aussi comment est-ce qu'on le fait en bonne et due forme. Et effectivement, il faut vraiment connaître, il y a des règles, il faut savoir quelles sont ces règles et comment on peut les mettre en forme, les appliquer dans sa société. Ça, c'est vraiment la principale difficulté pour mettre en place un bon effet levier au sein des sociétés et des services R&D des sociétés. Merci beaucoup pour cet ajout et ce complément. J'ai une dernière question encore qui apparaît, qui est sur quelles sont les parties prenantes dans les changements d'outils. Peut-être Grégoire, tu peux y répondre. Alors oui, opérationnellement, au niveau des parties prenantes, il y en a trois principales. Ils sont assez faciles à identifier. On aura la direction générale qui va donner, on va dire, le cap, la stratégie de la société, qu'il va falloir prendre en compte dans cette valeur plurielle. On va avoir la direction financière. Effectivement, il faut bien tenir compte des capacités d'investissement, des possibilités d'investissement à l'instant T et à court, moyen, long terme. La partie direction R&D, effectivement, et c'est essentiellement, c'est le cœur, elle va plutôt faire remonter les difficultés, les avantages technologiques. Par contre, ce qu'on voit opérationnellement au jour le jour, c'est qu'il ne faut pas, en fonction des organisations, négliger d'interroger ou de prendre en compte les avis des directions marketing et commerciales. En effet, beaucoup d'entreprises, sur leur lancement de projets d'innovation, s'appuient sur des remontées terrain, du market pool, et donc du coup sont vraiment d'arriver par ça. Après, l'ensemble de ces parties prenantes peuvent être sollicitées pour établir ces scores à différents moments d'un cycle de vie. Ça peut être en amont, de façon, on va dire, prospective, se voir comment ça va intervenir, ou pendant, pour faire un état des lieux, et ça peut être aussi un jalon important de se dire, on a un tournant, un cycle de vie de la société, on refait un bilan pour voir où est-ce qu'on va se projeter dans les projets, et s'il y en a qui se terminent, et s'il y en a assez qui se relancent, pour vraiment avoir et maintenir ce cœur de la société de cycle de projet. Merci beaucoup Grégoire. Une question qui a été posée sur comment mesurer la valeur stratégique. Je pense que vous pouvez répondre, Roland. Oui, alors comme je l'ai précisé, la valeur stratégique, elle est issue d'un QCM. Donc très concrètement, le QCM qu'on propose comprend une quarantaine de questions et chacune de ces 40 questions est classée dans 8 critères stratégiques qui figurent sur le radar. Donc les 8 critères stratégiques, je les relis rapidement. Il y a client marché,
c'est-à-dire comment l'innovation se positionne-t-elle par rapport aux clients et au marché de l'entreprise, en termes de performance interne, en termes de transversalité, en termes de risque et de propriété intellectuelle, en termes d'image de marque et de communication, comment l'innovation se situe également en termes de management et en ressources, fait-elle la part belle ou pas aux coopérations externes, et à un petit détail, cette innovation est-elle cohérente avec la stratégie corporate? Donc on voit les 8 critères stratégiques, et lorsqu'on répond aux questions à choix multiples, eh bien automatiquement, en fonction des réponses que l'on apporte à ce questionnaire, eh bien le score stratégique s'affiche, et on peut en effet, avec cet affichage du score stratégique, faire une mesure. Alors ça va dépendre des entreprises, ça va dépendre des activités, selon qu'elles sont plus industrielles ou plutôt recherche, mais dans le jalonnement de l'avancement de cette innovation, on peut parfaitement mesurer 2, 3, même 4 fois, lorsque le projet dure assez longtemps, ce score stratégique. Et l'intérêt de cet outil stratégique, c'est qu'il est utile non seulement pendant la phase où vous pilotez votre projet d'innovation qui a été décidé en termes de projet tout d'abord, mais il va permettre également de sélectionner, surtout si vous êtes une entreprise qui a énormément d'idées et qui foisonne d'idées, il faut bien à un moment donné trancher et dire, bon, bah, dans le budget de l'année prochaine, ou dans le triennal qui vient, on va retenir qu'un certain nombre d'idées. Et cet outil QCM permet assez facilement de hiérarchiser justement les différents projets que vous devez sélectionner. Alors, il y a une question, merci beaucoup Roland, une autre question qui apparaît et qui est celle autour de la construction des portefeuilles de projets. Et grâce à cet outil, peut-on construire les projets? Alors, je laisse la parole à Grégoire sur ce sujet. Donc effectivement, comme vient de le dire Roland, sur cette application s'applique pas forcément et se ne réduit pas qu'à un seul projet. Comme vient vraiment de le préciser Roland, on peut l'étendre à la construction d'un portefeuille de projet. En effet, on va aller regarder derrière des priorités relatives, des pondérations, si on peut dire, par rapport aux différents scores. En fonction des besoins, des visées stratégiques de la société, un projet pourrait être vraiment, on va dire, innovant. Si une société cherche dans son plan stratégique à moyen terme à se diversifier, à inclure des nouveaux marchés, des nouvelles technologies, il pourrait être porteur pour elle de se dire, bah, je veux passer de 10 à 30% dans 4 ans de projets sur tel type de marché. Donc, cet outil pourra aussi permettre de vraiment se dire, bah, à 4 ans, j'ai besoin d'avoir tant de projets qui scorent sur ces valeurs stratégiques et valeurs d'adhésion, valeurs économiques, en fonction d'une pondération liée à ça, d'une évolution du portefeuille. Donc, c'est vraiment une construction, on va dire, dynamique qui peut être possible, rendue possible grâce à ce type d'outil. Alors après, comment opérationnellement ça se transcrit je dirais, dans le développement du quotidien de la société, c'est vraiment, comme dit Roland, le QCM, il ne s'invente pas. On a une base établie et on le fait vraiment avec les sociétés. On le remplit, on le développe et on le mature ensemble. Et après, les implications de ce résultat, parce qu'en tant que tel, effectivement, le questionnaire donne un score, mais c'est comment on traduit ce score opérationnellement dans les entreprises et dans l'opérationnel du centre R&D, son quotidien, qui va venir ça apporter vraiment la plus-value derrière, on va dire, la plus visible. Je ne dis pas que le questionnaire n'a pas de plus-value, hein, c'est une vraie plus-value, mais la plus visible sera sa transformation derrière, issue justement de ces scores qui auront été obtenus. Merci Grégoire pour cette précision. Eh bien écoutez, le webinaire touche à sa fin et je vais donc remercier nos deux experts d'avoir répondu et animé avec brio ce séminaire. Et je vous laisse donc leurs coordonnées, bien évidemment, pour que vous puissiez facilement les joindre si vous avez des questions additionnelles que vous souhaiteriez leur poser directement. Eh bien, écoutez, je vous dis au revoir. Je vous souhaite une excellente journée, messieurs. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir, merci. Bonne journée. Bonne journée.